Plus on s'occupe de ses enfants, plus on trouve ça marrant. Moins on s'en occupe, plus on trouve ça chiant. Voilà. C'est-à-dire que si vous chopez un père de famille absent qui se colle ses mots pendant un week-end, c'est un cauchemar. Parce que y a pas de, rien n'est amusant. Mais en revanche, quand on est au cœur du système, tout est amusant. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce de celui-ci pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Fais comme tu le sens le mieux. Je suis parfait. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça marche. Ça marche super. Je me demandais si tu parlais dans la vraie vie comme sur scène, tu sais. Non. Ou t'as vraiment un ton. Non. Comme ça aujourd'hui avec Olivier de Benoît. Voilà, exactement. Alors, tu vois, j'ignorais que j'étais aussi imitateur. Merde. Non, effectivement, j'ai inventé le parler faux. Je suis très fier. Non, mais tu sais, il y en a qui chantent faux. Et moi, je parlais faux. Donc, en fait, j'ai commencé à trouver ce ton-là quand j'ai fait l'émission de télé il y a 10 ans. J'avais un peu dans le spectacle. Et c'est devenu télé de Laurent Ruquier. Voilà, on ne demande qu'à en rire. Et donc, en fait, je parlais faux. Notre jour. Et donc, en fait, tu vois, c'est devenu un gimmick. Et puis, les gens m'imitaient finalement assez vite. Parce que il fallait faire simplement bonsoir. Et donc, et donc, moi, j'ai commencé à me caricaturer. Et avoir cette voix débile qui me permettait évidemment de faire rire en disant des bêtises parce que le personnage était bête. Et c'est beaucoup plus facile quand le personnage est bête de dire des bêtises. Ah, parce que tu crois pas tout ce que tu racontes sur scène. Non, je pense que c'est pire. Oh mon Dieu! Je pense que c'est pire quand je parle de mes enfants. En tout cas, je suis très heureux de faire ça, de faire cette interview avec toi. Enfin, en tout cas, cette discussion, parce que tu vas voir, c'est pas vraiment une interview. On va parler de paternité. Et justement, c'était intéressant de t'avoir parce que tu dis au début de ton dernier spectacle, qui s'appelle en plus Le Petit Dernier. Et effectivement, tu es avec je ne sais même plus comment ça s'appelle parce que moi ça fait très très longtemps, mais un porte-bébé. Un porte-bébé, exactement. Sur l'affiche. Voilà. Où tu dis au début que à chaque fois que tu fais un enfant, tu fais un nouveau spectacle. Donc voilà, let's go quoi. C'est le petit dernier, donc faut y aller. Donc je trouvais ça intéressant de te faire parler de paternité. Et juste avant, tu me disais que justement, juste avant qu'on enregistre là, que j'appuie sur le bouton rec, tu me disais que t'avais justement pris le relais de ta femme et que t'étais en train de découvrir. T'as quel âge? 47 ans. T'étais en train de découvrir aujourd'hui les joies de la paternité. Alors non, c'est oui, mais j'ai jamais été très loin. Mais là, je suis plus au centre du jeu, parce qu'effectivement ma femme, ça fait 2 ans qu'elle travaille énormément sur un business qui est en train de marcher très bien. Du coup, j'ai pris le relais. Ta femme fait des bijoux. Et donc en fait j'ai moi j'ai pris un peu le relais effectivement et en fait je trouve que c'est très amusant. Je trouve que j'ai une théorie et que je donne parce que les gens qui écoutent le podcast évidemment sont des gens qui sont intéressés par la parentalité et alors, qui le seront. Je leur donne un conseil. Plus on s'occupe de ses enfants, plus on trouve ça marrant. Moins on s'en occupe, plus on trouve ça chiant. Voilà. C'est-à-dire que si vous chopez un père de famille absent qui se colle ses mots pendant un week-end, c'est un cauchemar. Parce que y a pas de, rien n'est amusant. Mais en revanche, quand on est au cœur du système, tout est amusant. Tu veux les remarques, suivre les devoirs, les avancées, les échecs, voilà, accompagner au quotidien. Il y a quelque chose de vraiment marrant, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce que je parle pour un ado qui a 16 ans que pour ma dernière qui a 4 ans. Donc voilà, le conseil il est super simple. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Ok, bonne c'est journée. le podcast le plus court, ça va. Voilà, pour une fois les gens seront moins saoulés. Mais non, pourquoi tu dis saouler? J'espère que je saoule pas les gens avec Si, j'ai eu des échos. T'as fait des mecs chez Apple qui m'ont dit dans le podcast qu'ils allaient te débrancher. Oh shit. Voilà. Ça devient donc une réalité. Merci en tout cas de me le dire. Non, mais fallait en avant-première. Fallait que quelqu'un se le dise en face. Non, mais effectivement, mais je pense que ça, une fois qu'on a dit ça, c'est pour moi le plus important dans la parentalité, c'est-à-dire que il y a deux notions
avant que tu me poses des questions, puisque c'est plus une conversation, c'est les 2 idées forces. C'est ça. Donc voilà. Plus on s'occupe des enfants, plus c'est amusant. Et la deuxième idée force, c'est que, et c'est un peu le thème de mon spectacle, où, parce qu'il n'y a pas de message particulier. Moi, je veux que les gens se marrent, etc. Mais, quelque part, le seul message qu'il pourrait y avoir subliminal, mais c'est tellement petit que voilà, c'est que, on est une génération, où de plus en plus on part du principe que les parents sont des mauvais parents. Donc ça veut dire qu'on a créé des écoles de parents aux États-Unis. Alors ça va certainement arriver en France. Ouais. On a beaucoup de coaching, on a beaucoup un environnement où alors on stresse les parents, on les pousse à être des excellents parents comme si on n'était naturellement pas des bons parents. Et du coup, voilà, il y a une espèce de stress, le stress du premier de classe, comme si c'était. Or, moi, je pense qu'on est des bons parents à partir du moment où on aime ses enfants. Et le reste, après on commence à s'accompagner quand ça, il y a beaucoup de parents, moi-même, un enfant qui a un problème, on va chez le psychiatre, mais on peut être accompagné. Mais je veux dire par là, c'est que la base, c'est on est des bons parents. Si on aime ses enfants. Alors voilà, mais et c'est pour ça que dans ce spectacle où je crée une école qui s'appelle School of l'Exomile, etc. Où alors j'ai une espèce d'école absolument pourrave, mais c'était voilà, c'est pour dire aux parents, et on a le droit de se moquer, on a le droit de rire des enfants, on a le droit d'être trash, et puis surtout, voilà, c'est pas grave d'être parent, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. C'est pas grave d'être parent. C'est pas très grave. Il y a plus grave, c'est plutôt génial, donc, arrêtons il y a un business qui s'est créé autour de ça, qui est extraordinaire, de ce stress-là. Alors on imagine que ces enfants ont toutes les pathologies du monde tout de suite. Alors les gens font des batteries de tests en permanence, trouvent des trucs. Il y a une espèce de psychologie, une psychose autour de ce sujet des enfants qui devient totalement délirante. Donc voilà. Donc aimer ses enfants et avoir d'enfants, c'est pas grave. Voilà. Et s'en occuper tous les jours. Et c'est comme ça que c'est marrant. Ok, merci Olivier. Et pour revenir à ta parentalité à toi. Ta paternité. Comment ça t'est venu, toi, l'idée de faire un enfant? Alors moi, j'adore la conception. Tu veux dire de concevoir un enfant? Oui, j'adore. D'ailleurs, j'ai ramené une vidéo. Ça fait plaisir. J'ai ramené une vidéo et pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Bah, on mettra un lien sur. Tu peux mettre des liens dans les notes. Je mets du son sinon. Tu peux mettre du son. Je suis venu avec une bande son de la conception. Donc t'adores concevoir et donc à chaque fois que t'as conçu, t'as fait un nouvel enfant, c'est ça? Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est j'adore la conception. Et en fait, je regrette. C'est pas des masses non plus à ton âge, 4 fois, c'est pas. Je regrette amèrement simplement de pas avoir pris plus de cours de biologie, d'avoir dormi pendant mes cours de biologie, parce que j'aurais su qu'après la conception, voilà, après la conception, en fait, il y a un enfant qui sort. La contraception, c'est très important. Hein. N'oubliez pas. Les enfants, si vous. J'ai moqué du jeu. Non, donc, non, mais effectivement, je pense que, moi, j'ai 6 frères. Donc, j'ai toujours été, dans un environnement avec des enfants. Depuis que je suis né, il n'y a pas de moment, mon petit frère a 18 ans de moins que moi, ou un peu moins. Donc, en fait, après, l'aîné a eu des enfants, donc on a toujours, de chaque côté de ma mère, mon père doit avoir entre 20 et 30 cousins. Donc en fait, j'ai d'une grande famille. Voilà. Donc en fait, c'est les enfants c'est pas voilà. Donc c'était évident. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'ai fait ce métier d'humoriste, en fait, je l'ai pas. Bon, j'ai eu très peur parce que je viens d'une famille où on forme des généraux, comme je le dis, souvent, voilà, pas des humoristes. Bah, tu viens d'une famille noble, je crois, on peut le dire. Tu vois, tu t'expliques au début. Et en fait, ce qui s'est passé, Attends, c'est moi. Pardon. Oui. On vient d'une. Le mec lance de la musique en plein dans son podcast. Je me suis dit, putain, le mec, il avait une musique militaire au moment où je parlais des généraux. Je te jure que c'est vrai. Je me suis dit, le mec, il savait que j'allais dire ça. Et là, je commençais à me dire, le mec, il est bon. Et puis non, effectivement, non, il avait juste un appel. Et il n'a pas coupé son téléphone. Voilà. Et en fait, non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai donc une famille, voilà. Et donc, j'ai eu très peur de me lancer. Donc parce que je faisais du droit, j'avais qu'une trouille, donc je me suis dit si je deviens artiste, j'ai commencé par la magie, etc. Donc après la question s'est posée, est-ce que je deviens artiste ou est-ce que je fais du droit, est-ce que je deviens juriste, etc. Et puis j'avais peur de ce métier d'artiste, j'avais l'impression que j'avais des images horribles dans ma tête, le comédien sous les ponts en haillons qui est enterré dans une fosse commune, quand j'avais l'impression du type qui j'avais une image horrible. Et donc je me suis dit, si tu fais ce métier,
je veux que tout le reste soit normal. Donc j'ai dit, et si tu n'assumes pas le reste, alors j'ai commencé par acheter un appart et me mettre un crédit. Je me suis marié, mais c'était voilà. C'est normal aussi. C'est normal aussi. J'ai fait, et j'ai eu des enfants, et je me suis dit, le jour où je ne suis plus capable d'assumer, eh bien, j'arrêterai ce métier. C'est-à-dire que je voulais pas, voilà, je me suis dit, voilà, ça, le métier sera spécial, mais le reste ne le sera pas. Ah, c'est trop intéressant parce que t'aurais pu te dire aussi, bah ok, je vais faire un métier de saltimbanque et de troubadour, quoi. Ouais. Je vais pas commencer à me mettre charge de famille sur le dos, quoi. Eh ben, j'ai voulu exactement le contraire. Je me suis dit, le jour où j'assume plus, le crédit, la crèche, les mômes, tout ça, et j'arrête. Ah ouais, trop intéressant. En fait, parce que, et d'ailleurs, c'est un métier où on peut très vite n'avoir aucune logique économique. C'est-à-dire qu'on peut et après justifier ça par l'art, en fait. C'est-à-dire on dit tiens, on fait des pièces improbables, vues par personne, mais sans concession, etc. Et puis d'un coup on part dans cette espèce de chemin de traverse où on justifie le fait d'être voilà et moi de me retrouver à 40 balais ou complètement dans un univers qui m'aurait sans avoir construit quelque chose à côté, ça me paraissait irréel. Trop intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui par exemple, quand ça s'est arrêté, on n'a pas joué pendant plusieurs mois avec le Covid. Eh bien, ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué. Ça m'a manqué beaucoup. Mais ça m'a pas manqué. J'avais T'avais d'autres choses. J'ai créé un truc autour qui fait que voilà. Non, si ça m'a pas manqué, j'en sens où j'ai pas fait une dépression. Ouais. J'en ai pris mon parti, etc. Ouais. Ce qui m'a manqué, c'est que effectivement, c'est une drogue de jouer, donc quand on ne l'a plus, on est en manque, on a l'impression on déprime un peu quand même, et voilà, mais et simplement c'est vrai que le fait de rejouer, je pense que d'autres artistes diront peut-être la même chose, mais quand on s'est remis à jouer là depuis septembre dernier, on mesure encore plus la chance qu'on avait en fait, parce que tu sais quand tu tournes toute l'année, ça finit par devenir ton quotidien. Oui, mais non pas que tu prends beaucoup de plaisir, etc. Mais t'as l'impression que c'est normal. Tu te rends plus compte. Que la salle est pleine, que tu joues, que les gens rient, que tu rentres. T'as l'impression que c'est quelque chose qui. Puis quand ça s'arrête, tu t'aperçois, tu te dis quand même c'est quand même extraordinaire d'avoir des gens qui perdent une soirée à venir te voir. Qui perdent une soirée. Et qui se voilà. Et donc c'est pour ça que ça va pas manquer plus que ça, mais voilà, de dire t'y retourner, ça m'a fait un bien fou. On va parler de ton premier enfant, mais je vais aller couper cette musique parce que comme un con tout à l'heure, c'est ça que j'ai essayé de faire tout à l'heure sur mon téléphone. Ah oui. Ça m'arrive jamais. Mais... J'ai l'impression que c'est pas une musique de spa. Musique d'ambiance. C'est ma musique de. C'est la baffe Alexa, non? De quoi? C'est Alexa, non? Ouais, c'est ça. Non? Si, mais j'écoute toujours de la musique dans mon appart, mais habituellement, je l'enlève. D'accord, mais en fait, je coupe, tu vois, la musique avant de. Là, ça faisait une musique de fond, c'est un peu chiant, quoi, tu vois. C'était pas forcément l'objectif. Bref, tu te souviens justement de ce qui se passe en toi quand tu te rends compte que tu vas devenir papa pour la première fois? Alors, oui. Donc c'est ton fiston, c'est ça? Ouais. C'est mon fiston et non, c'est ma fille l'aînée. Ah, c'est ma fille, pardon. Non, parce qu'en fait, je sais plus qui est qui. Moi, je sais pas non plus. Hein. J'ai pas préparé plus que ça. Non, en fait, il a fallu que je note des trucs avant pour savoir si c'est ma fille ou mon fils l'aîné. Je sais. Si, c'est parce qu'ils ont très peu d'écart, c'est ça. Non, c'est ma fille parce que je suis allé à l'accouchement que des garçons. Donc je sais que c'est pas c'est ma fille l'aînée. J'étais pas là. Non mais c'est pas. T'étais pas dispo? J'étais pas dispo. Non, j'avais piscine. Non, mais en fait, Non, mais c'est vrai que j'ai la sensation que j'ai eue quand j'ai su que j'allais être papa, c'était évidemment un bonheur fou. Et quand ma fille est arrivée, Maëlle, je crois que l'expression la plus qui me vient comme ça, c'est être vivant, se sentir vivant. C'est-à-dire que d'avoir la vie arriver comme ça, on a une sensation on n'a jamais été aussi vivant qu'au moment où la vie arrive et que voilà, c'est votre enfant. Et t'étais vraiment pas dispo pour l'accouchement de... Non, j'ai vu les photos et... Mais t'étais où?
Non, mais je déconne parce que comme dans le spectacle, je joue le rôle du mec horrible qui dit j'ai 4 enfants, 2 garçons et 2 échecs. J'imaginais que le mec, et tu vois, donc tout coup, je vous fais la vanne. Tu peux sortir de ton personnage. Non, mais j'imaginais. Moi, je sais plus après, tu vois. Où est la vérité? Non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est drôle. Non, mais j'imaginais le mec qui disait que il était venu uniquement aux accouchements des garçons. Oui, c'est vraiment une très bonne vanne. Oui, je pense qu'elle est bonne, la vanne. Mais, non, mais donc, en tout cas, à l'accouchement de ma fille, donc, voilà. Donc, en plus, ma femme on a fait une césarienne, ma femme fait une césarienne. Ouais. Donc il est arrivé, voilà, elle est arrivée très vite. Et c'est vrai que c'était un moment, non mais tout le monde le décrit de la même façon, mais c'est un moment exceptionnel. C'est ce moment où on se sent, je dis, vivant. Voilà, il y a pas de, ouais, c'est difficile de décrire ce. À aucun moment j'ai eu, vous savez, il y a des gens qui ont peur, qui disent est-ce que je serais capable d'être un bon parent, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que je serais un bon père, etc. Moi, ça m'a pas traversé l'esprit du tout. C'est juste le bonheur immense de se dire, voilà, quelque part, je suis vivant pour l'éternité aussi. Ouais. C'est-à-dire que cette idée de laisser une trace. Les choses se perpétuent. Voilà, il y a un côté effectivement rassurant, voilà, en même temps, apaisant. Et c'est vrai que parce que je pense que oui, parce que il y en a qui stressent, on disent est-ce que je serais bien, est-ce que je serais un bon père, est-ce que je serais à la hauteur, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont ça. Et en fait, c'est marrant parce que je vais faire une analogie qui peut paraître voilà, assez lointaine, mais je pense que c'est pas si mauvais. En fait, un jour, j'ai demandé à un producteur connu, je dis c'est à propos de réalisateur, je lui dis mais il me dit c'est quoi un réalisateur? Il me dit c'est quelqu'un qui a fait un film. Tu sais, on pourrait imaginer on pourrait imaginer que c'est des gens qui ont fait des études de cinéma, qui ont fait je sais pas quoi, c'est réservé une caste extraordinaire. Non, c'est juste quelqu'un qui a fait un film. Et je pense qu'un père, c'est quelqu'un qui a fait un enfant. Les parents, c'est quelqu'un, voilà. Donc il y a pas de, voilà, c'est à partir du moment où il arrive, où on est naturellement parent. Il y a pas de, oui, il y a pas un truc plus, il y a pas un truc plus compliqué que ça en fait. C'est juste la vie. Un an, attends. Un an après, c'est ça, ton premier fils arrive? Alors, donc, exactement. Mais là, t'étais à l'accouchement? C'est là où voilà, donc là, je l'ai accueilli. La deuxième fois, je l'ai accueilli. Donc, mon fils est arrivé, et, alors après, ça a été plus galère, parce que, bon, je dis d'ailleurs, parce qu'il y a des parents, des futurs parents, il faut faire vachement gaffe au cas où, nous, ça nous est arrivé. J'ai interrogé un certain nombre de gens, il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. C'est les problèmes d'œsophage. C'est-à-dire que vous avez des enfants, quand ils naissent, quand ils boivent du lait, il y a des trous dans l'œsophage, et donc ça leur brûle. Ils ont des reflux. Ils hurlent des reflux. Et ça, ils hurlent. Et donc les 3 premiers mois, avant qu'on donne du solide. Oui, non, des pansements liquides qui venaient apaiser ça. Eh bien, c'était des hurlements, un môme qui dormait pas, truc machin. Donc le deuxième a été costaud. Donc ça a été moins. La première fois, on avait eu cette image, c'était comme l'image d'Épinal, ton enfant fait ses nuits très vite, etc. Puis la deuxième fois, on a eu une arme nucléaire, on a eu une bombe nucléaire. Donc c'est vrai que ça a été très 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 chaud. C'était important pour toi d'avoir un fils venant d'une famille, d'une grande famille comme ça, tu sais, on a toujours un peu l'idée de l'héritier. Oui, je... Tu fais des vannes sur le fait que t'as eu 2 fils et 2 échecs. Oui. Mais est-ce qu'en vrai, il y a un truc aussi important? Non, pas du tout. Non, mais par contre, je trouve ça génial d'avoir, j'ai 2 filles et 2 garçons. Je trouve ça extraordinaire. Ça, je trouve que ça génial parce que ma mère, qui a eu 7 garçons. Waouh! Ça a toujours été c'est vrai qu'elle a mis des robes à smoke à mon dernier frère pendant quelques mois pour essayer d'y croire, mais c'est pas, la robe ne fait pas tout. Ouais. Mais donc c'est elle vrai aurait pu élever ton frère comme une fille, quoi. Oui, tu vois. non, mais bon, c'est pas le cas. Non, donc en fait, je dois reconnaître que c'est absolument merveilleux de commencer par avoir fille garçon fille. Je veux dire, c'est vrai que c'est et puis j'ai découvert, voilà, donc voilà, c'est très enrichissant, c'est très différent comme ambiance. Voilà, là-dessus je suis parfait. Donc voilà, j'en ai eu un deuxième, et puis il y a eu le troisième en 2010. C'est un garçon aussi, où là on était déjà pro.
des parents pros. Oui. On était Au taquet. on était sortis de l'école. Déjà, on savait comment ça marchait. Donc le troisième, il est arrivé, on était très détendu. D'ailleurs, ça fait, je crois, beaucoup au comportement des enfants par rapport à l'ambiance dans laquelle sont les parents. C'est-à-dire que le troisième, il est très détendu, et voilà, très cool, etc. Parce que on l'était. C'est vrai que pour le deuxième, on était en déménagement, etc. Donc une mère plus stressée, et donc effectivement ça se ressent. C'est peut-être ça aussi pour l'accouchement, effectivement. Et la dernière, voilà, qui est arrivée donc en 2017. Donc c'est vrai que ça fait voilà, et alors là c'est vrai que quand je l'ai appris, c'est incroyable, mais vraiment la sensation que j'ai eue, mais c'est très précis, hein. J'ai eu vraiment l'impression, et cette sensation-là je la retrouverai plus parce que voilà, mais de gagner 10 ans. J'ai eu l'impression de repartir dans la trentaine. C'est fou, c'est incroyable. Quand on m'a appris ça, j'ai fait un bon retour vers le futur, que je suis reparti en arrière, et ça c'était jouissif à souhait. C'est-à-dire que même physiquement, le corps, l'esprit, on vient de gagner 10 ans. Parce que j'étais pas forcément parti on n'était pas forcément parti pendant un quatrième, c'est arrivé, on était hyper content. Mais je veux dire, du coup, comme on s'y attendait pas, eh bien, ça a été un choc, mais c'était vivifiant, incroyable. Parce que il y a 7 ans d'écart, c'est ça, entre vos deux petits derniers. C'est sûr exactement. Que ça fait un, faut retourner dans les couches, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que c'est bon, et donc effectivement, je me suis rendu compte du coup qu'on n'élève pas une aînée comme une dernière. C'est quoi la différence pour toi? La différence, en fait, c'est à 15 ans d'écart, quoi. Un peu moins. La différence, c'est que avec l'aîné, je pense qu'on en fait, on essaie de faire tout très bien. Ouais. Et avec la dernière, on fatigue assez vite, et donc on trouve les moyens de pas être fatigué, en fait. Donc on achète souvent son enfant. C'est vrai. Non mais en fait, parce que je le dis, mais ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand on est d'ambiance avec 4 enfants à table et qu'il y en a une qui a 4 ans et qui peut faire une colère, je sais pas quoi, qui peut bousiller un déjeuner. Il y a des parents qui vont accepter que le déjeuner soit foutu pour élever leur enfant, et d'autres qui vont se dire on va pas tous subir ça. Donc on laisse passer. Voilà, et on fait en sorte que ça reste marrant et sympa. Ouais. Donc voilà, donc j'achète à coup de poupées le silence de ma fille. On n'a plus de place dans sa chambre. Il y en a trop, donc du coup maintenant les poupées sont chez mon fils. Non, mais c'est vrai que on élève différemment. Je pense un dernier, on l'élève différemment parce que on est beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que on voit parfois les parents avec leur aîné, avec leur assiette pas finie, froide, attendre 2 heures qu'il finisse sa soupe, sinon il sort pas de table. J'ai jamais vu des parents faire ça avec un petit dernier. Ouais, c'est vrai que il file de pommes-potes. De pommes-potes, il y a l'iPad est rechargé, et puis et voilà, l'iPad est rechargé, ils sont sur Netflix jeunesse, en train de regarder pour la 23e fois non mais à 4 ans, je regarde. Je caricature. Pas de patrouille. Pas de patrouille. Non mais je caricature, mais c'est vrai que on gère pas. On gère pas. Alors ça fait des petits derniers qui sont évidemment plus capricieux. Mais moi je préfère avoir un dernier capricieux, sachant qu'on sait que ça s'estompe avec l'âge, et avoir une ambiance de famille marrante et sympa, plutôt que parce que sinon aussi vous polarisez tout le temps sur le petit dernier et vous vous occupez plus jamais des 3 autres. Ouais, ça aussi vrai. C'est le risque, parce que c'est l'urgence. Donc il faut faire gaffe aussi à ça. Et c'est vrai qu'il y a un peu un truc de c'est toujours, tes activités, elles sont forcément réduites à l'âge du plus petit, oui, ou de la plus petite. Et en fait, c'est l'activité du groupe et au rythme Donc et puis quand on a tendance à responsabiliser très vite les autres, mais occupe-toi d'elle, mais fais quelque chose, comme si tout le monde devait être responsable pour des autres enfants qui s'en occupent, parce que du coup, ma dernière, elle a 5 parents. Donc en fait, et donc faut faire gaffe à ça, ouais. Faut faire gaffe que tout d'un coup, on dit les autres sont pas des urgences, ils vont se débrouiller, etc. Et quand vous passez par exemple, un petit dernier qui était là avant, le troisième, si effectivement du jour au lendemain, il y a plus rien, c'est un manque terrible. Tout d'un coup, il peut en vouloir au petit dernier de lui avoir piqué sa place, parce que il passe d'une attention totale à plus rien. C'est assez troublant. Donc on a fait gaffe à ça.
Et surtout que vous êtes, vous avez 3 ados, quoi. Ouais, 3 ados. C'est pas un âge fastoche. Non, mais alors, par contre, on a de la chance qu'on n'a pas eu j'ai pas eu des ados, on n'a pas des ados trop cons. Non, mais c'est vrai, je dis dans mon spectacle, je dis voilà, j'ai analysé de manière cérébrale mon ado, je reconnais que mes premières analyses sont fausses, mon ado n'a pas un quotient intellectuel de poule, on est plus proche de la méduse ou du concombre. Mais dans le spectacle, je me marre à propos de ça, mais c'est vrai j'ai la chance. J'ai pas eu, alors ça va peut-être venir, j'ai pas eu ce qu'on appelle les crises d'ado trop prononcées avec voilà des conneries qui vont avec. Donc plutôt on a été épargné. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça tombe, c'est ta petite dernière qui va te faire tout le tatouin dans 10 piges, tu vois. Ouais, non, mais elle commence. Non, mais là, elle a arrêté de fumer. Donc c'est pas mal. Ah, c'est une bonne idée. La petite dernière, elle a arrêté de fumer. Mais c'est toujours une bonne idée d'empêcher ses enfants de fumer, tu vois, de 4 ans. Elle a arrêté de fumer. Mais tiens, on lui a mis un patch et pour l'instant, ça tient. Mais c'est une bonne façon de les calmer. Ne faites pas ça. Voilà. Si vous êtes jeune parent, ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Hein. Non, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé non, mais non, donc voilà. Donc moi j'ai de la chance en tout cas pour globalement j'ai d'autant plus de chance que aucun enfant n'a de problème de santé. Parce que c'est vrai que on a parfois, et d'ailleurs je le dis parfois quand les parents en ont marre ou je sais pas quoi, hein, ou sont toujours frustrés parce que leur enfant est pas premier de classe ou je sais pas quoi, ou sera pas Kylian Mbappé, il faut quand même se rappeler qu'à partir du moment où on a des enfants qui sont en bonne santé, c'est quand même déjà le Graal, parce que quand c'est pas le cas, c'est vrai que c'est quand les gens, voilà, on s'aperçoit des priorités mais je reviens, tiens, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais à propos de Kylian Mbappé. Oui. Kylian Mbappé a fait beaucoup de mal au foot amateur des enfants. Ouais. Alors je dis ça de manière ironique, mais mon fils fait du foot. Il a 12 ans. Il va avoir 12 ans, et en fait, il est dans les U13, etc. Et donc, on fait des matchs les samedis, et je découvre que, à propos de parents, parce que ça a un lien avec les parents, le rapport des parents avec leurs enfants, et l'idée qu'ils puissent devenir le prochain Mbappé, c'est hallucinant. J'ai pris une claque. À chaque match, vous avez des parents qui deviennent fous, qui deviennent entraîneurs, managers de leur enfant, qui fait pas plus de 2 jongles, et qui sont persuadés qu'on a déjà réservé la Audi Quattro dans le magasin pour le premier transfert du môme, qui sera juste pas transféré un jour où il transfère. Et en fait, ils ont complètement. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis sur le drame des gens qui veulent plus arbitrer. Des menaces, sur les coachs parce que l'enfant n'a pas joué assez, pas au bon poste, etc. Pour des enfants. Parfois, ça commence à 8-9 ans. Je me dis, là, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, on était dans une génération de fous. Mais c'est un truc qui existe depuis toujours. Enfin, je crois que j'étais arbitre. Enfin, quand j'étais gamin, j'étais arbitre, mais pour le basket, tu vois. Et il y a des parents impliqués, il y en avait toujours. Mais je crois que il y avait plutôt ce truc de, je veux faire en sorte que je crois dans mon môme, je suis derrière, etc. Donc, c'est un peu toxique aussi. Il y a beaucoup de projections. Mais là, effectivement, il y a un enjeu financier aujourd'hui qui vient. Les gens se disent, il sera le prochain Mbappé. Alors, quand je vois certains qui pensent avoir le prochain Mbappé, je pleure, que je me dis on n'aura pas une équipe de France dingue si c'est ceux-là qui seront pris parce que ils ont pas un niveau. Non mais c'est fou. Voilà, j'ai juste une parenthèse sur ce sujet parce que comme j'accompagne sur différentes activités, etc. J'ai été esbobby par ce phénomène qui est un phénomène d'ailleurs que on a sur tous les terrains maintenant, on met des pancartes pour les parents, etc. Mais c'est devenu fou. Il y a des insultes à l'arbitre, des choses pour des enfants qui ont 9-10 ans, parce qu'effectivement, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'il y a des détecteurs, des types qui vont venir, des scouts qui vont venir détecter leur môme, partir en Angleterre, à Liverpool, avec un chèque de 2 millions. Les gens se font des idées extraordinaires
Voilà, et il y a toujours aussi peu d'élus. Il y en a 10 qui jouent en Angleterre, et il y a un Mbappé par, je veux dire, tous les 20 ans. Mais ça a complètement biaisé le truc. Alors, au lieu d'aller voir un match où tout le monde est content, on se marre, ça devient une zone de stress incroyable. Et de compète. Et de compète, mais malsaine, parce que finalement, voilà, c'était, parce que moi, j'ai fait du tennis quand j'étais jeune, je fais quelques compètes, etc. Mais on n'avait jamais ça. On avait les parents qui encourageaient, toi, parfois, c'était tout moche leur enfant, mais il y avait pas effectivement cette histoire d'argent. L'enjeu financier qu'il y a derrière, quoi. Et comment tu vis, toi, comment t'encourages ton fiston dans le foot? Toi, t'es sur le côté, tu fais vas-y mon grand, c'est ça? Moi, non, je me prends au jeu. Ouais. Je me prends au jeu de manière festive. J'adore. Alors, j'adore. Non, mais bon, je trouve que c'est très marrant de suivre une activité avec ses enfants. Ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire plus on s'occupe de ses enfants, plus c'est marrant. C'est marrant de le voir, de discuter avec lui après, de partager. Voilà, partager. Plus vous partagez des choses avec vos enfants, plus c'est des liens que vous avez pour la vie. Donc je suis fan. Il y a ma fille, mes deux aînés là jouent au tennis, donc Okay. je les suis dans les tournois, donc. Là encore, c'est très amusant de voir le mental de ces enfants, d'essayer de faire travailler ça, après match, d'essayer de les aguerrir. Donc voilà, là, ma fille là qui récemment c'était amusant, qui a fait un concours d'éloquence dans son école. Donc là, elle m'a montré ce qu'elle faisait, etc. Est-ce qu'elle t'a imité ou pas? Alors non, Est-ce qu'elle a parlé comme toi? Aujourd'hui? Non, elle m'a pas imité, mais non, mais j'étais très fier, évidemment. Ouais, j'imagine. C'est marrant de voir sa fille sur scène. À mon avis, elle pourrait faire carrière. Mais j'aurais trop peur de la concurrence. J'ai peur qu'elle me pique ma place. Donc je lui interdis. Tu vas verrouiller l'accès. Elle fera du droit. Voilà. Je vais te détruire ta carrière avant même qu'elle ait commencé. Je vais te blacklister auprès des pros. C'est pour éviter l'aspect fideux, quoi. Tu vois, je comprends, quoi. T'as pas envie qu'elle démarre sa carrière. Si, moi, je serais très fier si effectivement les enfants. C'est marrant. Alors ça, c'est un sujet amusant. Ah, j'allais t'en parler justement. Ça, c'est un sujet amusant. J'ai découvert un truc, c'est que moi, parce que ma femme a fait du droit, etc. Elle était dans des boîtes en tant que juriste, et puis après, elle a monté son activité. Donc voilà, elle a créé sa marque de bijoux, etc. Et moi, j'ai jamais travaillé ailleurs que dans le milieu du spectacle, etc. Et en fait, moi, mes parents m'auraient plutôt poussé à faire du droit, etc. Un vrai métier, entre guillemets. Un truc classique. Et moi, je voulais. Donc moi, je fais dans un truc classique, etc. Mais c'est marrant parce que mes enfants, je les pousse à faire quelque chose de pas classique, alors que ils auraient tendance, eux, à être sur une voie un peu rassurante. C'est marrant de voir la différence, c'est-à-dire que c'est plutôt... Alors tu veux dire que ta femme, elle les pousse plutôt à faire un truc plutôt... Non. Okay. Non, oui, par rapport à tes propres parents, tu veux dire. Elle aussi, c'est-à-dire que moi j'adorais que si mon fils me dit tiens j'aimerais bien faire de la réalisation, si ma fille me dit tiens j'aimerais bien faire de la mode ou là encore je sais pas de la littérature ou quelque chose de créatif ou des beaux-arts, j'adorerais beaucoup plus que quelque chose de plus standard. Voilà, donc c'est marrant parce que ça c'est totalement inversé en une génération. Mais c'est parce que tu t'as donné le là, non? Oui, parce que je pense que dans ta famille, dans tes frères et sœurs, enfin dans tes frères donc parce qu'il y a pas de ça. Je savais pas pour les sœurs. Tu viens de m'apprendre un truc, tu sais, le mec, on l'a caché, j'ai une sœur et on me l'a caché depuis 47 ans. C'est un salaud. On m'a caché ça. Non, mais tes frères, ils ont tous des métiers. Oui, ils ont tous des métiers classiques, donc voilà. Mais c'est vrai que t'es le troubadour de la bande, quoi. Je suis troubadour, mais c'est en tout cas marrant de voir pour mes enfants, de voir que je les pousse à faire quelque chose. Je me suis rendu compte que dans ces études, c'est vachement marrant de profiter de cette période pour être dans la création, pour voilà, de pas voilà, le droit c'est bien parce que ça mène à tout, mais je veux dire
c'est dommage quand on a un talent particulier, c'est dommage de pas aller à fond. Voilà, faut pas. En fait, ce que je dis à mes enfants, c'est peut-être moi j'ai eu très peur, je suis très lâche, donc j'ai eu très peur d'aller dans ce milieu artistique. J'ai mis beaucoup de temps, je suis allé à 26 ans, etc. J'ai attendu d'avoir fini mon droit, etc. J'ai commencé à faire des stages, tout machin, mais parce que j'avais peur. Et puis on t'avait pas encouragé spécialement. Voilà, pas encouragé exactement. Mais là, je leur dis, voilà, n'ayez pas peur. Si t'as un truc qui t'amuse, il faut foncer. Il faut arrêter. Globalement, je pense que même dans la vie, il faut arrêter de projeter sur toujours le long terme, de dire mais si je fais ça et s'il arrive ça, mais s'il arrive ça, quand j'aurai 50 ans, non, ça existe pas ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut suivre ses envies. La vie trouve son chemin, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà ce que je leur dis. Donc mais c'est trop cool parce que tu vois, j'ai une fille qui a 15 ans et elle est en plein dans ses choix d'options et tout là pour la première. Et donc elle est allée voir une conseillère d'orientation. Elle lui a dit bah t'as des bonnes notes, donc en fait il faut que tu fasses prépa HEC ou Sciences Po. Oui. Et voilà. Et en fait elle a fait bon bah je vais faire prépa HEC ou Sciences Po. Alors j'ai fait mais tu sais il y a plein d'autres métiers oui, vraiment. Mais et là encore tu vois c'est ça mais c'est dommage. C'est ce que je dis exactement, le discours que je fais auprès de ma fille. Je dis c'est dommage de. Alors c'est bien une prépa école de commerce, c'est très bien. Bah oui. Mais si tu veux, tu as le droit de rêver en plus. T'es dans un environnement où tu vois où t'as ton père qui fait ça depuis 20 ans, t'as ta mère qui a tout lâché pour se faire créer un truc. T'es entouré de deux personnes qui prouvent qu'on peut réaliser ses rêves. C'est dommage que tu sois pas que tu n'aies pas plus envie de rêver. Donc voilà, non mais là elle chemine, on va voir voilà, bah oui. c'est l'âge. Mais c'est vrai que bon, et en même temps c'est très cruel ces histoires de seconde première où on prend ses options où on est censé décider de ce qu'on fera de sa vie à 16 ans, qui serais-je, est-ce que je serais ingénieur, est-ce que je trouve ça, moi j'étais déjà effrayé. Alors moi en première je voulais faire Polytechnique. Après, vu le niveau en terminale, j'ai fait HEC. Je voulais faire HEC et comme j'avais les résultats qui étaient inversement proportionnels à mes ambitions, j'ai fini par faire du droit. Voilà. Donc c'est le parcours. Mais moi, je fais des trucs qui étaient, je voulais que ça brille. Mais et j'ai fini par faire du droit. Tu voulais que ça brille, mais finalement, là, t'es dans les paillettes, quoi. T'es dans le showbiz. Non, mais je sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que il y a des gens qui comme une petite caca qui dit j'ai toujours voulu être président, des gens qui disent j'ai toujours voulu être humoriste. Mais moi, j'ai à 18 ans, tu m'aurais dit que je ferais du one man show et je jouerais dans des salles, etc. J'aurais pas cru. J'étais tellement loin de tout ça. Mais c'était un truc dont tu rêvais. Non, pas du tout. Ah, non, je rêvais. J'avais ça. Je savais que j'aimais bien faire rire. J'aimais bien être sur me montrer, je pense que j'avais besoin d'être aimé, etc. Mais compte tenu de l'environnement dans lequel j'étais, il était inimaginable que je finisse un jour à faire l'Olympia. Je veux dire, c'est pas des trucs, la question se posait pas. Et puis d'ailleurs, quand j'ai commencé à choisir un spectacle là, quand j'ai commencé à choisir je voulais faire une pièce de théâtre à 2 personnages, et puis dans le bouquin que j'ai pris, c'était déjà des comédiens personnages. J'ai commencé par un spectacle de Benoît Poulvord, Modèle déposé, qui était un personnage, mais je l'ai choisi, c'était finalement je faisais du one man show sans le savoir, mais c'était pas du tout la volonté de faire du one man show, c'est juste parce que c'est une pièce qui était amusante. Bon, c'est un détail, mais je veux dire par là, c'est que voilà. Et comment tes enfants ils vivent ta notoriété? Alors moi j'ai pas une notoriété dingue. Alors peut-être que tu vas peut-être du coup raccourcir le podcast. Non mais on arrête. On s'arrête. C'est en fonction de la notoriété. On va s'arrêter à 25 minutes. Ophélie, elle m'avait dit que franchement t'étais hyper connu et tout. Oui, je sais que t'as eu un empêchement, t'as eu un artiste qui pouvait pas, du coup, comme t'avais le créneau. On m'a dit que j'avais Gad Elmaleh pouvait pas, du coup Olivier de Benoît en pleine période scolaire, Olivier de Benoît était à Paris. Non, j'ai une notoriété, je veux dire par là, c'est que je dis ça, c'est pas je fais pas un exercice d'humilité too much, mais c'est vrai que t'as des niveaux de notoriété comme, c'est-à-dire que par exemple, quand t'es Gad Elmaleh, tu es très identifié, c'est-à-dire que où que tu ailles, t'es quand même le bon. Moi, c'est plus détendu. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les gens me reconnaissent. Alors, ils sont toujours très adorables avec moi, etc. Mais je suis pas à l'attention de tous les regards quand je marche dans la rue. Je suis très tranquille. Et tes enfants s'en rendent compte pour revenir? Oui, bien sûr. Mes enfants s'en rendent compte. Ça les fait marrer. Mais je suis ravi parce que ça n'a jamais, il y a jamais eu de. Ça vient pas impacter ta vie de famille? Non, pas du tout.
Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai jamais eu, c'est pas des enfants qui du coup ont l'impression d'être les enfants de quelqu'un de connu. J'ai jamais, personne chez moi n'a ressenti ça. Et puis ils sont tous nés quand j'ai commencé cette émission en 2010-2011, donc l'aîné avait 6 ans. Du coup, ils ont toujours connu cette situation-là. Mais je le répète, c'est pas, je crois vraiment à des niveaux de notoriété qui font que on est plus ou moins au centre du jeu. Voilà, moi, les gens aiment beaucoup ce que je fais. Les salles sont pleines, ils rient beaucoup. Quand ils viennent me voir, ils sont charmants. Mais je n'ai pas de fanatitude. Voilà, j'ai pas des gens comme Claude François, des filles comme Claude François qui dorment devant mon immeuble. Et je le regrette. Oui, c'est ça. Je le regrette. J'ai installé des matelas. Mais ils sont toujours. Ça tombe le mec qui a ça des matelas pour les fans. Voilà, il n'y a pas eu de. Voilà. Personne ne vient dormir, c'est quand même complètement. Mais c'est un peu un échec, j'ai envie de te dire. Oui, t'as mis des annonces. Pour les fans. Non, mais c'est vrai que c'est marrant ces fans parce que il y a des gens qui ont des fans moi j'en ai voilà. D'ailleurs dans les humoristes, c'est assez rare d'avoir des fan clubs, des groupies, tu veux dire. C'est-à-dire les chanteurs ont ça, mais les humoristes c'est rare d'avoir voilà, c'est un autre voilà. En plus on génère pas ça autant que un acteur ou un chanteur. Ça manque de guitare si tu veux. Tu vois, non, mais un vrai, c'est vrai que non, mais quand un chanteur il chante et il ouvre son cœur, etc., une chanson d'amour, bon, toutes les nanas sont par terre. Nous, quand je fais l'éloge funèbre de ma belle-mère, j'ai pas comme ça des gens qui sont à la fin avec des cœurs. Voilà. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que est-ce qu'ils se rendent compte tu vois, de la carrière de leur père où ça commence à venir petit à petit, tu vois. Oui, c'est intéressant. Oui, je pense qu'ils sont. Mais pour eux, c'est normal, quoi. C'est normal. C'est-à-dire, c'est comme comme d'autres ont un papa banquier ou un papa, voilà, il sait pas, c'est mon métier et comme je suis le plus normal possible, comme je suis totalement normal quand je sors de scène, du coup, ils ont d'autant plus aucune raison de me voir différemment, de voir les choses différemment. Voilà, j'ai pas, on n'a pas un rythme. Je gagne très bien ma vie, je suis ravi, mais on n'a pas de, j'ai pas de yacht, on passe pas nos vacances. Ah bon? Oui. Non, mais ça c'est pareil, moi ça. Ophélie, tu m'avais vendu, le yacht, non, en fait c'est pas le mien. Moi j'en ai un plus petit, c'est pas celui que t'as vu en photo. Non, mais j'ai pas de, comment dire, voilà, on a une vie tout à fait normale en tout point. Donc il y a aucune raison, à aucun moment mes enfants sont impactés et je suis ravi parce que c'est vrai que c'est très très compliqué, je trouve je suis très je suis toujours fasciné par la réussite des filles et fils d'eux de temps en temps, quand ces fameux fils et filles d'eux sont le père ou la mère sont des monstres sacrés. Parce que c'est tellement compliqué de ne plus être comparé. Je pense pas, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais par exemple le chanteur M, je trouve ça fascinant que il est quelque part il est réussi à se faire une place totalement à part avec une notoriété extraordinaire et que les gens ne fassent pas le lien forcément avec son père. Je trouve ça, d'arriver à avoir cette place-là, je trouve que c'est vraiment ça veut dire qu'ils ont été élevés d'une façon formidable. Quand tu vois après qu'ils ont créé un groupe, tu vois, où toute la famille chante, génial, etc., c'est qu'ils ont fait un truc familial. Voilà. Et donc en général, quand je regarde les acteurs qui me plaisent ou les chanteurs, etc., je regarde ce que font leurs enfants. Et je suis d'autant plus admiratif quand les enfants ont une place, ont trouvé une place. Ouais, c'est intéressant. Ouais, je pense que ça fait partie de la réussite, voilà, entre être top 1 toute ma vie et avoir des enfants pas épanouis et être à un rang moins important et avoir des enfants épanouis, et je prends évidemment la deuxième position. Parce que je pense que voilà, c'est ce qui épanouit le plus ces enfants. Il y a pas un film, ou il y a pas un spectacle qui pourrait me combler plus, ou en tout cas voilà. Ok. Il y a un truc intéressant aussi, c'est que tu racontais au tout début du spectacle que t'avais été obligé de faire une pause en fait
pendant le Covid, pendant le confinement, après le Covid. Et donc, en fait, tu te retrouves à 45 ans à prendre le relais, comme tu disais, de t'occuper de tes enfants, etc. En fait, je me demandais à quel point t'avais pas aussi, toi, coché des cases, tu vois, pendant ta trentaine et des cases professionnelles, hein, tu vois, et de te dire que maintenant c'était un bon moment pour aussi, tu vois, t'occuper de tes mômes, tu vois, de cette façon-là. En fait, je m'en suis toujours beaucoup occupé. Ouais. Donc en fait, ce que je disais simplement, c'est que là j'ai pris, je m'en occupe beaucoup en ce moment, mais je m'en suis toujours beaucoup occupé. Donc je me suis pas découvert un métier. Une activité de parent, de papa, il y a 2 ans, mais c'est vrai que, en tout cas, ça m'a fait beaucoup, ce confinement, ça a été sympa parce que c'est vrai que, de voir ses enfants, dans un autre cadre, parce qu'on n'était pas à Paris, etc., de faire des activités, de vivre ensemble, c'était génial. Mais je veux dire, pour répondre, c'est que je me suis pas découvert tout d'un coup tiens, j'ai des enfants, je vais m'en occuper, tiens, c'est marrant, je sais pas qui s'appelait Raphaël, tu vois. Si c'était à refaire, j'aurais pas pris ce prénom. Je sais pas à ce point-là, le mec qui débarque, qui met des badges à ses enfants pour pas se planter. J'étais pas à ce niveau-là, mais non. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour revenir au début de cette conversation, tout m'amuse depuis toujours, parce que toutes les étapes sont amusantes et donc du coup, plus on partage, plus c'est beau, voilà. Je dirais ça comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai ma fille aînée qui a 16 ans, qui est en première, l'année prochaine, si je sais pas, peut-être que si elle part, etc. Ça va à une vitesse. Alors c'est quelque chose qu'on m'avait dit et on n'y croit pas parce qu'on est dedans, on espère que ça va aller vite parce qu'on n'en peut plus. Ouais. Mais c'est vrai que quand vous avez déjà à 16, 17, 18 ans, vous avez un enfant qui peut-être vit sa vie ailleurs, etc. C'est vrai que c'est très très court comme période. Alors si vous la loupez, vous pouvez pas vous rattraper après c'est différent. Alors vous dites, il y a d'autres liens qui se créent, mais c'est vrai que cette période-là. Et puis je pense que c'est une période, pour revenir sur les enfants, si on dit l'expression, il faut être armé pour la vie. Bon, alors, c'est une image belliqueuse un peu dure, mais je veux dire par là, c'est que je pense que de 0 à 18, on arme son enfant. On l'élève, on lui explique un certain nombre de choses, on le confronte à un certain nombre de choses, de manière à ce que, au moment un peu comme un oiseau, puis il puisse voler de ses propres ailes. Donc, je pense que toute cette période-là, elle est déterminante parce que c'est toute cette période de 0 à 18 qui permet ou pas à l'enfant de voler correctement. Donc, c'est cette période-là pendant laquelle plus on donne, je pense, plus l'enfant est armé par la suite. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, concernant tes enfants? L'asthme. Non, j'ai un enfant qui fait de l'asthme. Ouais. Et je pense que dans les gens qui écoutent les podcasts, en fait, c'est une galère absolue, quoi. Et j'ai jamais compris qu'on ait réussi à régler un certain nombre de problèmes, qu'on puisse faire des vaccins contre le Covid, ce qui est merveilleux, en un temps record. Et je comprends pas que j'avais des copains quand j'avais 10 ans qui avaient déjà leur appareil là de Ventoline parce qu'ils faisaient de l'asthme, et que en 40 ans les choses se sont absolument pas développées. On a toujours le môme qui a avec son truc. Et ça, c'est une vraie galère, ça. Donc, je lance un appel, car je sais que ce podcast est très écouté par les chercheurs. Bah oui. Dans la communauté scientifique. Si vous pouviez, s'il vous plaît, régler ce problème d'asthme. Non, mais je découvre à quel point, je finirai peut-être là-dessus, effectivement, moi, j'ai été élevé à la campagne, et de par le métier que j'exerce, et puis Caroline, on est obligé d'être à Paris, et c'est vrai que ça, c'est mon seul crève-cœur. C'est-à-dire que toute cette c'est-à-dire que pour avoir vécu les deux,
c'est vrai qu'un enfant est 20 fois plus épanoui à la campagne, et c'est vrai que par exemple, moi j'ai jamais connu ces problèmes d'asthme dans mes frères, etc. On n'a jamais eu ça, quoi. Et c'est vrai que je découvre que on a un certain nombre, que la ville, que la pollution, on pense que c'est pour les autres, etc. Mais je pense que ces asthmes, etc., ces allergies, il y a beaucoup d'enfants allergiques aujourd'hui. Je pense qu'évidemment c'est dû à la pollution. Et donc voilà, donc voilà, donc je lance un appel. Si vous pouviez régler le problème d'asthme de mon fils, je serais ravi. S'il vous plaît. Et mais ceci dit, à l'adolescence, tes enfants, ils seront peut-être contents d'être à Paris plutôt que d'être. Alors c'est ce que je me suis dit. Voilà. Je me suis dit que c'était aussi un mauvais calcul, parce que ça veut dire qu'ils risquent de rester chez nous à Paris. Alors que quand t'es en province, comme c'était mon cas, à 18 ans, c'est sûr qu'ils se barrent. C'est de se barrer. Donc en fait, c'est pas un bon calcul. Je prétends que c'est pas un bon calcul. Non, c'est vrai que, blague à part, c'est vrai qu'on est ravis. Comme on s'entend bien avec nos enfants, c'est vrai que s'ils restent un peu plus longtemps, on est ravis parce que cette ambiance un peu, voilà, mais c'est marrant parce que quand ma fille, elle doit pas être si mal chez nous, parce que ma fille, quand on lui dit, bah tu vois, peut-être après la terminale, peut-être que tu prends une chambre ou aller ailleurs. Elle dit, non, je suis très bien ici. Donc il y a un côté hôtel qui m'a un peu inquiété d'ailleurs. Il y a un côté, mais je suis bien ici. Il y a le côté, c'est vrai qu'en fait, c'est vrai qu'elle est bien. En fait, c'est le hôtel all inclusive en fait. Bah tu m'étonnes. Moi quand je suis à Paris, je me faisais mes raviolis là, au micro-ondes, seul comme un con. C'est vrai que quand tu te retrouves là, tu t'arrives chez toi, il y a papa, maman, etc. Donc c'est ça qui m'angoisse le plus. Je finirai là-dessus. Ce qui m'angoisse le plus, c'est d'imaginer qu'un jour un enfant ne puisse ne pas partir. Le syndrome Tanguy m'effraie absolument. Ah ouais, pourquoi ? Parce que je serais effrayé par l'idée que un de mes enfants puisse ne jamais quitter le nid. On sait jamais, parce que surtout à Paris où il y a toujours cette idée que c'est très cher de se loger, que truc machin, c'est plus simple, on a tac, et que au fur et à mesure que l'enfant voilà, non mais c'est un phénomène qui est assez répandu, hein, des jeunes qui sont encore chez eux à 30 balais chez leurs parents, etc. Donc voilà. Donc je pense que je suis en train de me demander si je vais pas mettre des règles, c'est-à-dire qu'à je sais pas à 24 ans et 30 jours l'enfant doit être parti, quoi. Il a le droit, voilà. Il y aura peut-être un moratoire s'il y a une galère. Mais non, je pense que c'est ça. Donc c'est bien de les avoir après, mais il faut faire très attention parce que il faut vraiment être certain qu'un jour, qu'il y ait un moment Qui puisse pour se barrer, quoi. Parce que c'est vrai que sinon, ça peut être long. Moi, je t'avoue, c'est pas un truc qui m'effraie trop. Hein. T'as combien d'enfants ? 2. Mais non, mais après tant mieux. Non, mais si t'as fait, tant mieux. Non, mais je dis simplement, c'est que je comprends. Hein ? Je comprends que ça te fasse flipper. Donc c'est plutôt pour eux que pour toi, en vrai. De quoi ? Bah que t'as envie qu'ils aillent vivre leur vie. Ah ben moi, oui, parce que je serais effrayé que voilà que. D'ailleurs, j'ai prévenu celle qui a 4 ans qui refuse de prendre le studio que je lui ai trouvé. Ça suffit, quoi. Voilà, donc elle commence par faire 2 jours par semaine dans le studio. C'est très bien. Et puis on va monter progressivement. Bah oui, oui, clairement. Est-ce qu'il y a un truc que t'aurais bien aimé qu'on te dise sur la paternité et qu'on t'avait caché, que t'as dû apprendre Qu'on t'avait caché Non, mais c'est vrai que non, je dirais qu'il faut être calme, voilà. Il faut être calme. Non, c'est ça. Non, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, j'ai toujours vécu avec des enfants. J'ai pas l'impression d'avoir tout d'un coup un enfant comme si qui arrive du ciel, ouais. etc. Donc on s'est occupé. Je me suis occupé de mes frères, mes petits frères. On les gardait. On a toujours voilà eu un rapport. Voilà. Donc j'ai pas eu l'impression que j'ai rien appris. Mais c'est quand même le truc le plus beau qui puisse arriver à quelqu'un. Je pense que on peut pas. Je n'imagine pas ne pas le mettre en un des choses les plus agréables qui me soient arrivées. Mais je dirais juste une chose, c'est que il faut mais n'avoir que des enfants et que ce soit ce seul et rien à côté, ou en tout cas d'avoir laissé à côté le reste. Je pense que c'est une erreur. Je pense pas qu'il faille sacrifier non plus tout le reste. Par exemple, je dis, c'est-à-dire que moi je suis ravi avec mes enfants parce que je fais aussi du spectacle, parce que je m'épanouis ailleurs. Et je crois que
et pour que on soit épanoui avec ses enfants, il faut être également épanoui ailleurs. Ça peut pas être une source d'épanouissement total, parce que il y a un moment donné de frustration, beaucoup de pression, hein. Oui. Sinon sur les enfants. Ouais. Si c'est ta seule source de. Oui, exactement. T'as tout à fait raison. Donc je pense qu'il faut, je dirais qu'il faut avoir une autre source de stimulation, un autre centre d'intérêt, en tout cas d'aller voilà. La dernière question que je pose à tous mes invités, c'est si tes fils et tes filles tombent sur ce podcast dans 10 piges. Oui. Parce que tu sais, ça sera quelque part dans l'internet. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh bien, donc ma fille aura 26, etc. Je dirais à ma fille, quoi, j'espère ne pas dans 10 ans avoir à dire à ma fille, tu rentres à quelle heure? Et à la petite dernière? La petite dernière, eh bien, je t'ai, voilà, ça y est, je t'ai trouvé le studio. Ça y est. Non, mais c'est vrai que non, moi je suis obsédé par l'idée que mes enfants soient heureux. Donc si effectivement ils m'écoutent là dans 10 ans et qu'ils sont heureux, eh bien je serais ravi à ce moment de refaire un podcast avec toi pour savoir si dans les 10 années qui viendront encore, ce sera le cas. C'est cool. Olivier, je mettrai, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour découvrir tes nombreuses productions, ton site internet, etc. D'aller te suivre, d'aller te voir en salle. Bien sûr, j'ai fait ça pour ça. Hein. Bah oui, je sais que c'était. Tu t'imagines à quel point, voilà, j'attendais la promo depuis 1 heure, si tu veux, ça va. Je crois que j'ai suffisamment donné pour avoir mes dates. Alors je serai à Dole. Le mec qui... Non. Tout est sur mon Instagram. Voilà. Qui est un Instagram très productif, très prolixe. Donc. Merci Olivier. Bye. C'est cool. T'as quand même dit, t'as dit prolixe. Et t'as dit aussi, t'as utilisé un autre mot que je me suis dit, ok, en 100 épisodes, je crois que c'est la première fois que quelqu'un dit. S-Bobby? S-Bobby, t'as dit, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, ouais. C'était super. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.